Ma belle-mère a laissé mon enfant mourir de faim, alors je me venge et la prive de tout. Ma belle-mère comptait les grains de riz dans le placard, pour être sûre que je ne puisse pas en piquer en douce. Quand je la suppliais de me donner quelque chose à manger, elle me tordait le bras et murmurait « Tu devrais te considérer heureuse que ton père continue de s'occuper de toi. » Je ne bronchais pas, mais au fond de moi, je savais déjà ce que j'allais faire. Ce matin-là, elle fixait son assiette comme si elle craignait qu'elle lui saute dessus. Linda, ma belle-mère, n'affamait qu'un seul enfant. Pas sa précieuse Eleanor avec ses galas de danse et ses uniformes de grande école. Non, juste moi. Le souvenir encombrant du premier mariage de mon père, celle qui prenait trop de place et coûtait trop cher. Tout a commencé quand j'avais 9 ans. Je lui avais demandé pourquoi elle oubliait toujours de préparer mon déjeuner pour l'école. Elle m'a traitée de petite morphale. À 9 ans, j'étais gentille, mais je n'étais pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. J'ai foncé voir mon père dans son bureau. Elle est méchante, ai-je sangloté. Elle ne veut pas que je mange. Comment ça? Elle ne veut pas que tu manges? Viens ici 2 minutes, ma chérie. Linda est arrivée, mielleuse comme à son habitude, et m'a entraînée dans ma chambre, la porte soigneusement refermée derrière elle. Tu te rappelles comme ton papa était abattu quand ta mère est partie au ciel? A-t-elle demandé en admirant ses ongles parfaitement manucurés. Si tu recommences à raconter des histoires sur moi, je peux le rendre encore plus malheureux. Bien plus malheureux. Avant que j'aie le temps de répondre, quelqu'un a frappé à la porte. C'était mon père. Tout va bien là-dedans? Je l'ai fixé. Elle m'a fixé. Oui, ai-je lancé, la voix faussement enjouée. À partir de là, je suis devenue la petite poupée docile de Linda. Mon père lui faisait une confiance aveugle et s'est mis à travailler 70 heures par semaine au cabinet. Tout l'argent des repas passait dans les caprices d'Eleanor, pendant que je restais à la cantine à faire semblant d'avoir déjà déjeuné, inventant des histoires de petits déjeuners copieux qui n'avaient jamais existé. Mais le pire, c'était le dîner. L'odeur du poulet rôti me tournait la tête. J'avais la bouche pleine de salive, je devais sans arrêt avaler, en m'efforçant de ne pas regarder Eleanor quémander une deuxième part. « Regarde-moi cette graisse !» chuchotait Linda en me tordant la peau jusqu'à ce que des bleus violets et verts apparaissent. C'est dégoûtant. Je n'ai jamais tenté de chaparder quoi que ce soit dans le frigo. Chaque soir, elle vérifiait et notait tout, jusqu'au moindre grain de riz. Officiellement, c'était pour surveiller son diabète, mais je n'étais pas dupe. Arrivée en 5e, mon corps avait renoncé à grandir. Ni forme, ni règles, juste des os saillants et des vêtements qui flottaient. Un soir, mon père est rentré plus tôt et m'a vu en débardeur. « Waouh !» a-t-il dit, tout sourire de fierté. Son régime fait vraiment des miracles. Elle a l'air en pleine forme. J'ai vu Linda, ravie, afficher un sourire carnassier. « Tout est dans le contrôle des portions », a-t-elle répondu. J'ai senti mes joues brûler de honte. À cet instant, j'ai ressenti le besoin irrépressible de faire disparaître chaque gramme de graisse de mon corps. À partir de là, j'ai commencé à manger encore moins que ce que Linda m'imposait, et mes journées se sont résumées à des vertiges et des évanouissements dans les toilettes. Plusieurs années plus tard, à 22 ans, j'étais en 3e année de fac, assise en cours de nutrition, si affamée que j'avais du mal à rester éveillée. Ma prof parlait des troubles alimentaires et de leurs origines. Priver un enfant de nourriture, c'est l'une des pires formes de maltraitance, parce que ça laisse très peu de traces. Installée dans l'amphi, j'ai ressenti un autre type de vide, celui de la prise de conscience. 13 ans de privation, et qu'avais-je compris? Que certains grandissent en écrasant les autres. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais joué la victime pendant 13 ans. Il était temps d'endosser un autre rôle. Après mes études, je suis devenue nutritionniste spécialisée dans le diabète, obtenant toutes les certifications nécessaires et bâtissant patiemment ma réputation. Mon père pensait que j'étais un véritable prodige, alors qu'en réalité, je préparais ma revanche. Avec le temps, le diabète de Linda s'est aggravé, et mon père, souvent en déplacement, cherchait quelqu'un de fiable pour veiller sur elle, de préférence un membre de la famille. Quelle chance! Sa belle-fille était justement experte en plans alimentaires. Je me suis garée devant la maison de mon enfance, les bras chargés de sacs médicaux et de menus soigneusement étudiés. Linda a ouvert la porte avant même que je n'aie le temps de frapper, le sourire large, mais les yeux froids. « Oh, ma chérie, te voilà !» Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte de python, ses doigts glissant dans mon dos pour vérifier si j'avais pris du poids. Mon père est sorti du garage, traînant sa valise. En me voyant, il s'est illuminé. « Parfait, tu tombes bien. » J'étais inquiet de laisser Linda seule avec sa santé fragile. J'ai changé mon sac de main, adoptant mon air le plus rassurant. Je vais bien m'en occuper. La main de Linda tremblait légèrement sur sa tasse de café. Ses yeux glissaient déjà en direction de la cuisine, du côté du garde-manger. J'avais remarqué le nouveau cadenas lors de ma dernière visite. Papa a embrassé Linda sur la joue, puis moi. 2 semaines à Singapour. Grosse fusion en vue. Tu es sûr que tu t'en sortiras? Papa, c'est littéralement mon métier. Phil, va conclure ton affaire. Dès que la voiture a disparu, je me suis tournée vers Linda. Son masque de gentillesse s'est évaporé en un clin d'œil. On commence par ton bilan. J'ai fait rouler mes sacs à l'intérieur, notant comme elle s'écartait pour me laisser entrer. Je dois vérifier tous tes traitements et tes réserves alimentaires. Linda m'a suivi jusqu'à la cuisine. Je gère très bien toute seule, merci. Ce n'est pas ce que disent tes derniers résultats d'HbA1c. J'ai ouvert l'armoire à médicaments, photographiant chaque boîte. Il y a des incohérences dans les dosages. Quand le docteur Morrison a-t-il modifié ton insuline pour la dernière fois? Le mois dernier. J'ai pris une note sur ma tablette. Des erreurs pareilles. C'est dangereux. Tu pourrais y laisser ta peau. Je me suis tournée vers elle. Heureusement, papa m'a donné la procuration médicale avant de partir. La tasse de café a glissé de ses mains et s'est brisée sur le carrelage. Le liquide s'est répandu sur les carreaux blancs. Procuration médicale? Sa voix était étranglée. Il ne t'a rien dit? Il a signé la semaine dernière, expliquant qu'il n'arrivait plus à se concentrer sur son travail tant qu'il s'inquiétait pour ta santé. J'ai enjambé les bouts de céramique éparpillés. Je m'occuperai du ménage une fois que j'aurai vérifié ce qu'il te reste à manger. Mon téléphone a vibré. Le nom d'Eleanor est apparu à l'écran. Coucou,
Comment va maman? Elle était bizarre au déjeuner hier. Elle parlait sans arrêt des portions. J'ai répondu sans tarder. Je viens d'arriver, je fais un check-up complet cet après-midi. Je te tiens au courant. Linda s'est penchée pour ramasser les morceaux de tasse. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un bilan. Je me sens très bien. C'est ce que disent tous les patients qui ne veulent rien changer. J'ai repris exactement le ton qu'elle employait autrefois avec moi. Cet après-midi, on refait un contrôle HbA1c, un bilan métabolique complet, et on fait le point sur ton alimentation. Ordre du médecin. J'ai club de lecture cet après-midi. Je vais le reporter. J'ai ouvert le frigo, notant tout ce qu'il contenait. La santé avant tout. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on parle du contrôle des portions. Elle a eu un petit sursaut à ces mots. Parfait. La salle d'attente de la clinique sentait le produit désinfectant, mêlé à l'angoisse des lieux. Linda était assise raide à côté de moi, pendant que je remplissais tous ses papiers d'admission. Concernant la prise de poids de ces 6 derniers mois, ai-je expliqué au Dr Patterson quand il nous a reçus, on voit bien que son régime ne marche pas. Linda a voulu répondre, mais je l'ai coupé. J'ai prévu un plan alimentaire à 1200 calories, en me basant sur les dernières recommandations pour le diabète. Voici mes calculs. Le Dr Patterson a parcouru mes feuilles, pendant que Linda restait silencieuse, recroquevillée sur sa chaise, les mains crispées sur ses genoux. C'est un peu radical, a-t-il remarqué. Son HbA1c est à 8,2. Il faut agir. J'ai sorti d'autres graphiques sur ma tablette. En tant qu'aidante et nutritionniste diplômée, je vais m'assurer personnellement qu'on suive ce protocole. Il a jeté un œil au dossier de Linda, puis l'a regardé. Les chiffres que j'avais surlignés racontaient leur propre histoire. Mauvaise gestion, prise de poids. Peu importait qu'en réalité, son poids soit parfaitement adapté à sa taille et son âge. Bon, vu vos qualifications et votre implication, on part là-dessus. Il a signé pour 3 mois de ce nouveau régime. De retour à la maison, j'ai vidé la cuisine sans plus attendre. Biscuits apéritifs, gâteaux, même le pain complet, tout a fini dans des cartons. C'est ma nourriture, a protesté Linda d'une toute petite voix. Ça l'était. Tout ça, c'est du poison pour les diabétiques. J'ai fermé un autre carton. Désormais, tu ne mangeras que ce que je te prépare, pour ta santé. Le soir même, je l'ai surprise en train de tenter d'appeler papa. J'ai pris doucement le téléphone. Il est en réunion jusqu'à minuit, heure de Singapour. Tu sais bien comment sont ces histoires de fusion. J'ai posé l'appareil hors de sa portée. De toute façon, je lui donne des nouvelles chaque jour. Il est ravi qu'on prenne enfin les choses en main. Une fois qu'elle dormait, j'ai fouillé sa chambre, sous le matelas, derrière la commode, dans les boîtes à chaussures. Tout au fond du placard, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Un sac plastique rempli de barres chocolatées et de chips. Exactement l'endroit où, plus jeune, je cachais les biscuits que je piquais dans la boîte à goûter d'Elénor. J'ai tout pris en photo, avec la date bien visible. Le lendemain matin, j'ai présenté les preuves. Cacher de la nourriture, c'est un signe d'addiction. J'ai répété mot à mot ce qu'elle m'avait dit le jour où elle avait découvert mon propre stock, quand j'avais 10 ans. C'est pour ça que tu dois être surveillée. Elénor est venue dîner ce soir-là. J'ai préparé du poulet grillé et des légumes pour tout le monde. Mais l'assiette de Linda était différente. Portion pesée, petite assiette, sans sauce, sans sel. Maman, tu ne manges presque rien, a remarqué Eleanor. Linda a poussé du bout de la fourchette son poulet sec. Je n'ai pas tellement faim. Elle a pris un gros déjeuner, ai-je menti sans hésiter. Et regarde ce que j'ai trouvé hier. J'ai montré à Eleanor les photos du butin caché. Elle a eu l'air soucieuse, avec une pointe de déception. C'était le même regard que papa lançait à Linda lorsqu'elle lui parlait de mon obsession pour la nourriture. Maman, il faut prendre ça au sérieux. Tu pourrais y laisser tes pieds, ou pire. Après le départ d'Eleanor, j'ai installé un contrôle parental sur le téléphone de Linda pour bloquer toutes les applis de livraison de repas. C'est indispensable d'un point de vue médical, ai-je expliqué, pour éviter les tentations. Le lendemain, Margaret a appelé, inquiète que Linda ait manqué leur déjeuner habituel. Elle suit un protocole très strict, ai-je expliqué, sur recommandation du médecin. Plus de restaurant pour l'instant. Mais enfin, ça fait 15 ans qu'on déjeune ensemble tous les mardis. Sa santé passe avant tout. Je sais que tu comprendras. Le soir venu, j'ai organisé un appel vidéo avec papa. Linda était assise à côté de moi, visage fermé. Regarde les progrès que j'ai notés. Je lui ai montré les graphiques que j'avais préparés, les mêmes que Linda utilisait à l'époque pour suivre mon poids. Elle progresse déjà. C'est formidable. Linda, tu as vraiment de la chance d'être si bien entourée. Le sourire de Linda était figé. Oui, quelle chance. Après l'appel, je l'ai surprise alors qu'elle filait vers la cuisine. L'affrontement qui s'en est suivi avait quelque chose d'inévitable. Linda, c'est une question de protocole. Il faut faire confiance au processus. Je l'ai raccompagnée dans sa chambre. Demain, on mettra en place de nouvelles mesures de sécurité pour ton bien. Le lendemain matin, j'ai installé des serrures sur le garde-manger, les mêmes qu'elle avait utilisées quand j'avais 12 ans. En tournant la clé, j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait compris. « Tu n'as pas le droit de faire ça », a-t-elle murmuré. « Je suis ton aidante. Je fais tout ce qui est médicalement nécessaire. » J'ai glissé la clé dans ma poche. Et là, ça l'est. Lors de la réunion du club de lecture, je suis arrivée avec une petite boîte. « Le repas spécial de Linda », ai-je annoncé aux autres. « Elle doit suivre un régime très strict pour son diabète. Merci de ne rien lui proposer à grignoter. On a besoin de votre soutien à toutes. » Les femmes ont acquiescé, pleines de bonne volonté, promettant d'éviter de la tenter avec leurs habituels biscuits et sandwichs. Sa sœur Catherine a appelé pour aider. C'est très gentil, ai-je répondu. Voilà ce dont Linda a besoin. Des horaires de repas fixes, pas d'écart au programme, et surtout aucun aliment en plus. Le moindre écart pouvait faire grimper sa glycémie de façon inquiétante. J'ai donné à Catherine des consignes très précises, qui en réalité isolaient Linda un peu plus à chaque fois. Interdiction de passer à l'improviste pendant la préparation des repas, pas de courses apportées de l'extérieur, aucune sortie sans m'en avertir au préalable. Peu à peu, Eleanor a fini par remarquer la fatigue croissante de sa mère. Elle a l'air épuisée en ce moment. C'est tout à fait normal pendant la phase d'adaptation alimentaire, ai-je expliqué calmement. Son organisme découvre enfin une alimentation correcte,
après des années de dérèglement. J'organisais désormais les repas de Linda de façon à ce que sa glycémie soit au plus bas pendant ses appels quotidiens avec papa, pour minimiser toute tentative de plainte de sa part, car l'état de faiblesse provoqué par la faim embrouillait son esprit. Lors du rendez-vous suivant, Linda a essayé de s'adresser directement au docteur Patterson. Je crois que ce régime est trop... Je l'ai coupé aussitôt. Elle montre quelques signes de confusion, sûrement à cause des fluctuations de glycémie. Hier encore, elle prétendait ne pas avoir pris de déjeuner alors que je venais de la nourrir 2 heures plus tôt. Le médecin a noté un possible impact sur ses capacités cognitives liées à l'instabilité du glucose. Ce soir-là, j'ai encore réduit ses portions. Tu stagnes, il faut passer ce cap, ai-je lancé. Linda a regardé son assiette. 3 petits morceaux de poisson, une poignée de haricots verts, aucun féculent. Ce n'est pas assez, a-t-elle soufflé. C'est ce que disent tous ceux qui ne savent pas se raisonner avec la nourriture, ai-je répliqué, m'installant devant elle avec mon assiette bien remplie. Fais-moi confiance. Je l'observais compter chaque haricot, les espaçant pour faire durer le repas, et je sentais que 13 années de privation prenaient soudain une autre saveur. Ce qui ressemblait à de la justice laissait en réalité un goût amer, comme une brûlure acide dans la gorge. La clé du garde-manger me pesait dans la poche. Demain, j'avais prévu de passer à l'étape suivante. Mais ce soir-là, je me suis contentée de regarder ma belle-mère aller se coucher le ventre vide pour la 25e nuit d'affilée, exactement comme elle l'avait exigé pour moi autrefois. J'ai remarqué lors de la pesée matinale que ses cheveux devenaient un plus fins. Quelques mèches sont restées entre mes doigts, alors que j'examinais son cuir chevelu, prenant note des changements avec un flegme clinique. Elle a grimacé quand j'ai tiré un peu trop fort, mais j'ai continué sur un ton détaché. La chute de cheveux peut signaler des carences, ai-je noté à voix haute en prenant des photos des zones dégarnies. Même si, dans ton cas, ça doit surtout venir de tes problèmes de santé antérieurs. L'ironie de la situation ne m'échappait évidemment pas. Linda m'avait déjà fait le coup des années plus tôt, me lavant les cheveux avec du liquide vaisselle pour les rendre cassants et les faire tomber, puis expliquant à papa que c'était le stress des études. Ce jour-là, j'ai resserré encore la vis sur son régime. Quand elle a protesté, j'ai sorti la tablette et lui ai montré les photos. Tu vois comme ça s'amincit? C'est typique d'un manque de coopération. Tu dois bien grignoter quelque chose en cachette. Elle a beau protester, rien n'y a fait. J'avais tout appris de la meilleure pour retourner l'épreuve contre elle. Ce week-end-là, la fille d'Eleanor est venue rendre visite. La petite Emma, adorable, à peine 8 ans, regardait sa grand-mère picorer son déjeuner avec inquiétude. « Mamie, pourquoi tu ne manges pas plus ?» a-t-elle demandé de sa voix candide. Avant que Linda n'ait pu répondre, j'ai pris la parole avec assurance. « Mamie doit manger des portions spéciales pour rester en bonne santé. On l'aide à aller mieux. » Emma a hoché la tête, très sérieuse. La maman de mon amie dit que bien gérer les portions, c'est important. Tu aides mamie à contrôler ses portions? Les mots d'Emma ont frappé Linda en pleine poitrine. Je l'ai vue se ratatiner à mesure que la petite répétait mes propres formules tout au long de la visite. Ce soir-là, en fouillant le grenier, je suis tombée sur les anciens carnets de régime de Linda. Des années de notes méticuleuses, détaillant chaque bouchée que j'avais avalée, chaque kilo perdu, chaque écart consigné avec soin. Je les ai étalés sur mon lit, surlignant certaines entrées au fluo. Tout y était. Les méthodes de restriction progressive, la manipulation psychologique, le jargon médical pour légitimer ses actes. J'en ai photographié chaque page. Ce serait mon manuel pour les semaines suivantes. Le lendemain matin, Linda m'a trouvée en train d'étudier ses carnets. Son visage s'est décomposé en reconnaissant son écriture. « Ce sont des documents privés », a-t-elle murmuré. « Ils l'étaient », ai-je rectifié sans lever les yeux. « Maintenant, ce sont des supports pédagogiques. Tu étais sacrément méthodique dans tes méthodes. » Dans son regard, j'ai vu la prise de conscience. Chaque technique qu'elle avait perfectionnée sur moi lui revenait, peaufinée, amplifiée et dirigée contre elle. Le dictaphone caché dans la cuisine a d'ailleurs tout enregistré lors de notre confrontation suivante. Linda, affamée et à bout, me suppliait pour un peu plus de nourriture. J'ai repris mot pour mot ces phrases d'autrefois. « La faim, c'est juste ton corps qui se répare », ai-je dit d'un ton calme. « Tu devrais me remercier de me soucier autant de toi. » J'ai passé l'enregistrement pendant son repas suivant, la forçant à écouter ses propres mots lui revenir en plein visage. La guerre psychologique montait en puissance, exactement comme je l'avais prévu. Papa a appelé pile à l'heure du dîner, au moment où la glycémie de Linda était au plus bas, la rendant incapable de s'exprimer correctement. Elle bégayait, perdue, complètement désorientée. Elle traverse encore une de ces crises, ai-je expliqué à papa d'une voix inquiète. Le médecin avait prévenu que ça pouvait se produire avec des variations de glycémie. Après l'appel, j'ai surpris Linda en train de fouiller dans ma chambre. Elle était tombée sur mon journal de revanche, mais j'avais anticipé ce moment. Chaque entrée était rédigée en langage médical, documentant son traitement de façon à paraître parfaitement anodine à quiconque n'y connaissait rien. Un cas d'étude fascinant, ai-je lancé depuis la porte. Une patiente diabétique, très dépendante à la nourriture, avec de grosses difficultés d'observance. Les aspects psychologiques sont particulièrement passionnants. Elle m'a lancé le carnet à la figure, les larmes coulant sur ses joues. Tu documentes de la torture. J'écris un compte-rendu médical, ai-je répliqué en ramassant le carnet. Chaque note respecte la nomenclature clinique. Tu veux que je t'explique le vocabulaire? Le lendemain, Eleanor a débarqué à l'improviste, inquiète de la perte de poids de sa mère. Mais j'étais déjà prête avec toutes mes preuves. Regarde ces mails, ai-je dit en affichant sur l'ordinateur d'anciens messages envoyés par Linda. Il y a des années, elle écrivait sur ma gourmandise et ma manière de manipuler la nourriture. C'était pourtant le reflet de ses propres troubles alimentaires. Un bel exemple de projection. Eleanor parcourut les messages, son visage passant de l'inquiétude à la déception. Tout le portrait d'une femme obsédée par le contrôle, qui répétait sans cesse des expressions comme « contrôle des portions » ou « amour exigeant ». Je n'imaginais pas qu'elle était déjà aussi fixée sur la nourriture à l'époque, souffla Eleanor. Les signes étaient là depuis le début, répondis-je doucement.
On ne voulait juste pas les voir. Ce qu'Eleanor ne savait pas, c'est que j'avais découvert autre chose dans ces vieux dossiers. Des relevés bancaires qui montraient comment Linda détournait systématiquement l'argent du déjeuner que papa lui confiait pour moi, afin de financer tes activités extrascolaires. C'était des petites sommes, mais c'était constant, documenté sur des années. J'ai posé cette preuve devant Eleanor, la laissant faire seule le rapprochement. « Elle t'a vraiment piqué ton argent du déjeuner ?» demanda-t-elle, la voix vide. « Alors que tu crevais de faim ?» Elle a fait ses choix, ai-je simplement répondu. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'elle soit prise en charge comme il faut. Ce soir-là, la tentative de Linda de commander une pizza s'est soldée par un échec, grâce à l'œil attentif de Madame Chen, notre voisine. Je lui avais expliqué plus tôt la situation, lui demandant d'être vigilante avec les livreurs. « Désolée » a-t-elle dit au livreur en se tenant sur le pas de la porte. Elle ne peut pas commander à manger. Elle a un souci de santé. Linda a regardé la pizza s'éloigner derrière la vitre. Je me suis approchée d'elle, tout près. Madame Chen est vraiment investie dans ta guérison, lui ai-je soufflé. Tout le quartier veut t'aider. L'isolement était savamment orchestré, complet. Chaque personne autour d'elle avait reçu suffisamment d'informations pour devenir, sans le vouloir, complice des restrictions mises en place. Le docteur Patterson a avancé le rendez-vous de Linda après que je lui ai parlé de certains symptômes préoccupants. Au cabinet, Linda a essayé de s'adresser directement à lui. Le régime est trop strict, j'ai tout le temps faim mais je l'ai coupé, sûre de moi. Elle est de plus en plus confuse. Hier, elle m'a assuré ne pas avoir dîné alors que je lui avais servi un repas 3 heures avant. Je crains un début de déclin cognitif. Aussitôt, toute l'attention du médecin s'est portée sur moi. La professionnelle, diplôme à l'appui et dossier complet sous le bras. Les protestations de Linda sont passées pour les symptômes d'un problème plus grave. Il faudrait peut-être envisager une surveillance rapprochée, a-t-il suggéré en prenant des notes. Cette même semaine, le club de bridge de Linda a appelé, étonné par ses absences répétées. J'ai expliqué qu'elle était irritable et exigeante ces derniers temps, reprenant mot pour mot les termes qu'elle utilisait autrefois pour parler de moi à ses amis, quand j'avais 12 ans. Ce sont les variations de glycémie, ai-je expliqué d'un ton compatissant. Elle n'est pas dans son état habituel. Après ça, plus une invitation. Encore un lien social rompu, un soutien de moins. Les pesées quotidiennes sont vite devenues un vrai rituel d'humiliation. Je lui pinçais la peau soi-disant pour vérifier la déshydratation. Toujours aux mêmes endroits qu'elle visait chez moi. Les bleus qui apparaissaient étaient soigneusement notés comme « zone à surveiller ». Ton élasticité cutanée laisse à désirer, ai-je remarqué en pinçant plus fort qu'il n'aurait fallu. Tu bois assez d'eau ? Elle hochait la tête, tentant de s'écarter, mais je maintenais ma prise, tout comme elle l'avait fait des années plus tôt. Un matin, je l'ai retrouvée devant le miroir de la salle de bain à compter ses côtes. La scène m'a submergée d'un souvenir si brutal que j'ai dû m'agripper à la porte pour ne pas flancher. Moi, 13 ans, faisant la même chose sous son regard depuis ce même seuil. La vanité ne te va pas, ai-je lâché, reprenant mot à mot ces paroles de l'époque. Tu devrais te soucier de ta santé, pas de ton apparence. L'ironie avait la morsure d'une lame, mais j'ai continué, porté par quelque chose de plus sombre qu'une simple envie de revanche. Cet après-midi-là, je lui ai proposé un marché. Reconnais que ce que tu m'as fait subir, c'était de la maltraitance. Avoue que priver un enfant de nourriture, c'est de la torture, pas de l'éducation. Dis-le, et j'arrête. La mâchoire de Linda s'est contractée, butée. Je t'apprenais la discipline, la maîtrise de soi. C'était pour ton bien. Dans ce cas, ceci, c'est pour le tien, ai-je répliqué, en lui retirant 50 calories supplémentaires à son dîner. Les documents que j'ai remis ensuite au docteur Patterson étaient préparés avec un soin redoutable. En falsifiant son activité physique et ses besoins métaboliques, j'ai obtenu qu'il valide un apport quotidien abaissé à 900 calories. Elle est quasiment sédentaire, ai-je expliqué, lui montrant de faux relevés. Avec un métabolisme aussi ralenti, elle n'a plus besoin de ce qui avait été prévu. Il a accepté le nouveau protocole sans broncher. Après tout, j'étais la nutritionniste, la garante de ses intérêts. Un jour, Linda est tombée sur mes dossiers universitaires en fouillant pendant que je lui préparais à manger. Les feuilles tremblaient entre ses doigts alors qu'elle découvrait le rapport sur ma propre hospitalisation pour syndrome de renutrition inadaptée et comment j'avais failli mourir des années de privation infligées par elle. « Tu as failli mourir », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je suis morte », ai-je corrigé en posant son pauvre repas. « La fille que tu as élevée est morte dans ce lit d'hôpital. Ce qui est revenu à la vie, c'est autre chose. J'ai vu quelque chose se briser en elle ce jour-là, mais pas au point qu'elle reconnaisse ses torts. Jamais totalement. Ce soir-là, j'ai levé un autre coin du voile. Le planning de voyage de papa est bien rempli. Ai-je laissé tomber l'air de rien. Heureusement que son entreprise apprécie son engagement sur le dossier Singapour et la future expansion à Hong Kong, sans compter les bilans à Londres. Je l'ai vu comprendre. Tu fais en sorte qu'il reste occupé ? Évidemment. Un mari stressé à la maison risquerait de se détourner de son travail. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Chaque écart de Linda était anticipé, calculé. Je laissais traîner exprès des aliments tentants, puis notais scrupuleusement ses moindres incartades. La barre chocolatée glissée dans son sac, les biscuits cachés dans sa table de nuit. Tout avait été découvert et photographié en guise de preuve de sa dépendance. « Tu m'as piégé !» a lancé Linda quand j'ai mis la main sur les preuves que j'avais moi-même placées. « C'est toi qui t'es piégé !» lui ai-je répondu. « Je n'ai fait qu'enregistrer tes choix. » Eleanor s'est retrouvée à devoir trancher entre la version de sa mère et des preuves médicales de plus en plus accablantes. Quand elle a fini par me donner raison, Linda en a été bouleversée. « Pourquoi elle inventerait des histoires sur ta santé ?» a demandé Eleanor à sa mère. « Elle cherche juste à t'aider. » Le coup de fil désespéré de Linda à sa fille cette nuit-là n'a fait qu'envenimer la situation. Épuisée, affamée, elle a perdu son sang-froid, reprochant à Eleanor de prendre mon parti sans rien comprendre à ce qu'elle vivait. « Tu as toujours été obsédée par la nourriture,
a rétorqué Eleanor. Même quand on était petite, tu ne pensais qu'aux quantités et au régime. Peut-être que tout ça te retombe dessus aujourd'hui. Cette attaque n'était pas anodine. Elle faisait écho à des semaines de conversations insidieuses et de preuves choisies que j'avais semées. Eleanor ne se doutait même pas qu'elle répétait mes propres arguments. J'avais commencé à appliquer à Linda les méthodes de restriction dont elle s'était tant vantée, le tout avec une rigueur quasi médicale. Un café noir au petit déjeuner, sous prétexte de purifier l'organisme. Un bouillon d'os au déjeuner, présenté comme réparateur. J'utilisais les mêmes phrases qu'elle m'avait servies, mais cette fois, c'était moi qui détenais la légitimité médicale. Ton corps n'a pas besoin de plus, lui disais-je quand elle réclamait un vrai repas. La faim, c'est juste une autre façon pour ton corps d'exprimer qu'il guérit. La brocante du quartier a offert une occasion inespérée. Linda, à bout et faible de faim, a tenté d'acheter quelque chose à manger sur le stand de pâtisserie d'une voisine. Plusieurs personnes l'ont vue, déboussolée, fouillant son sac à la recherche d'argent, manifestement agitée. « S'il vous plaît » a-t-elle supplié Madame Patterson, « juste un biscuit, je peux payer. » Je suis arrivée à temps pour calmer le jeu, expliquant à tout le monde qu'elle souffrait d'une addiction alimentaire. J'ai repris ses propres paroles sur la gourmandise et le manque de contrôle, la regardant se décomposer à mesure que je parlais. Il faut l'aider avec bienveillance mais ne pas céder, ai-je affirmé aux voisins, qui compatissaient. Céder à sa dépendance ne l'aidera pas à s'en sortir. Avec chaque incident orchestré, les preuves accumulées de son comportement compulsif devenaient toujours plus accablantes. Photos d'elle tentant de dissimuler de la nourriture, vidéos de ses réactions confuses face à la faim, dossiers médicaux notant ses écarts, tout dressait le portrait d'une femme en pleine dérive. Catherine a commencé à s'interroger en constatant la perte de poids spectaculaire de Linda, mais mon aplomb et mes diplômes l'ont convaincue de ne pas relâcher la discipline. Je sais que ça paraît dur, lui ai-je soufflé, mais le diabète, c'est sérieux. Tu préfères qu'elle perde quelques kilos ou qu'elle finisse amputée? Ce faux choix a fait mouche. Catherine a reculé, s'engageant à soutenir le traitement. Linda, elle, menait une bataille sur deux fronts, convaincre ses proches et lutter contre la faim. Mais j'avais eu tout le temps d'analyser ses stratégies. J'anticipais ses réactions, contrais chacun de ses arguments avec ses propres raisonnements, peaufiné puis retourné contre elle. Éreintée, elle n'arrivait même plus à défendre sa cause de façon cohérente. La confusion liée à l'hypoglycémie l'a poussée à se contredire, ce que je notais soigneusement avant de partager ses incohérences avec la famille inquiète. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien mangé de la journée, a rapporté Eleanor à la suite d'un appel. Mais tu lui as bien préparé quelque chose à midi, non? 3 heures avant qu'elle te téléphone, ai-je confirmé en brandissant le carnet des repas. Voilà ce que je veux dire par confusion. C'est terrible à voir. L'épisode au supermarché a été particulièrement efficace. Linda, affaiblie mais déterminée, avait réussi à s'y traîner pour acheter de quoi manger. Je l'ai retrouvée au rayon boulangerie, cramponnée à une miche de pain comme à une bouée. Linda, ai-je dit d'un ton posé, consciente du regard des clients. Tu sais bien que ce n'est pas possible. On rentre maintenant. Il faut que je mange, a-t-elle crié, attirant encore plus l'attention. Elle me prive de nourriture. Je suis restée imperturbable, prenant ma voix la plus professionnelle. Je comprends que ce soit difficile à vivre, mais faire une scène ne changera rien à ce que le protocole médical impose. Le responsable du magasin, inquiet, est intervenu. Je lui ai expliqué sa situation. Diabète, troubles alimentaires, agitation liée aux restrictions. Les gens la regardaient avec pitié pendant que je retirais lentement mais fermement le pain de ses mains. Je suis sa nutritionniste et son aidante, ai-je précisé. Elle traverse une période très compliquée. Toutes les tentatives de Linda pour expliquer sa version étaient aussitôt étiquetées comme le déni d'une malade. Mon travail en amont avait réussi à façonner le regard de chacun. Tous la voyaient à travers le filtre que j'avais soigneusement construit. Papa a bien songé à prendre une retraite anticipée pour s'occuper d'elle, mais je l'en ai vite dissuadé. Elle a besoin de stabilité, ai-je expliqué lors de notre appel hebdomadaire. Changer quoi que ce soit maintenant, ce serait ruiner ses progrès. Et puis, l'entreprise a besoin de toi. Linda culpabiliserait terriblement si tu sacrifiais ta carrière pour elle. J'avais déjà évincé plusieurs aides-soignants potentiels, trouvant toujours une raison pour refuser leur candidature. Trop laxiste, pas assez compétent, incapable de suivre les protocoles stricts. Toutes les lettres de refus étaient soigneusement classées, preuve que je faisais tout pour l'aider, du moins en apparence. L'inévitable est arrivé un jeudi matin. Linda s'est effondrée dans la cuisine, incapable de tenir plus longtemps avec les portions ridiculement faibles que je lui laissais. J'ai appelé les secours d'une voix parfaitement maîtrisée, expliquant son passé médical et ses récents manquements au régime. À l'hôpital, j'ai remis à l'équipe soignante un dossier impeccablement tenu. Menu prescrit, notation sur ses écarts, description de ses épisodes de confusion et de recherche compulsive de nourriture. J'avais dressé le portrait d'une diabétique incapable de se contrôler, même face à l'évidence médicale. Elle trouve bien à manger quelque part, ai-je glissé avec une inquiétude feinte. Je surveille tout ce qu'elle mange. Regardez pourtant ses pics de glycémie. Les chiffres étaient bien réels, dus aux petites quantités de sucre que j'ajoutais en douce à ses plats pour mieux accréditer mon récit. La diététicienne de l'hôpital a passé mes menus au crible, les sourcils froncés. À mes yeux, c'est vraiment trop strict pour quelqu'un de son âge, et aussi actif qu'elle. Ma réponse était prête depuis longtemps. Je me suis dit la même chose au début, mais jeté un œil à son carnet alimentaire. J'ai sorti le faux document qui montrait que Linda avalait bien plus que ce qui était autorisé. Elle cache forcément de la nourriture et elle ment. C'est typique d'un comportement addictif. Du fond de son lit d'hôpital, Linda a essayé de protester, mais ses mots ont été balayés comme si elle était dans le déni. Mon scénario tenait bon. La soignante diplômée contre la patiente soupçonnée de mauvaise volonté. Je les ai regardés lui poser la perfusion nutritionnelle, ressentant cette même satisfaction glacée que lorsque je la voyais compter ses haricots verts. Ce n'était plus de la guérison. Ce n'était même plus de la vengeance.
C'était autre chose, plus sombre, une sorte de miroir parfait de la torture qu'elle m'avait infligée, mais cette fois avec un vernis médical et une maîtrise psychologique. La danse ne faisait que continuer. Dès le lendemain, j'ajusterai encore ses menus, trouverai de nouvelles façons de l'isoler, noterai d'autres comportements suspects. Après tout, j'avais été formée par la meilleure. Linda m'avait appris que l'amour pouvait devenir contrôle, que prendre soin de quelqu'un pouvait virer à la cruauté. L'élève était devenu le maître, et nous étions désormais toutes les deux prisonnières de cette leçon. L'alerte du service informatique est tombée 3 jours après l'hospitalisation de Linda. Je suis restée bloquée devant le mail sur mon téléphone, la gorge serrée en lisant qu'ils avaient repéré des connexions anormales dans le système de dossiers médicaux. Ils avaient remonté les modifications jusqu'au compte de Linda. J'ai filé à l'hôpital sans attendre, trouvant Linda réveillée mais épuisée dans son lit. Elle m'a regardée entrer, les yeux vides. Ils contrôlent le système, ai-je murmuré en refermant la porte. Tu dois leur dire que tu es responsable des changements. Elle a détourné la tête. Pourquoi je ferais ça? Parce que sinon ils vont creuser, et ils finiront par découvrir tout ce que j'ai ajouté à ta nourriture, ai-je répliqué en m'approchant de son lit. La vérité planait entre nous comme une menace. Pendant des mois, avant même de devenir officiellement sa soignante, je venais régulièrement l'aider à prendre ses repas. À chaque fois, j'ajoutais discrètement du sucre dans ses plats, juste assez pour détraquer son diabète et lui donner l'air négligente. Linda a soudain compris, ses yeux se sont agrandis. Tu as saboté ma santé avant même d'habiter ici. J'ai appris auprès de la meilleure, ai-je simplement répondu. Alors, tu vas coopérer? Papa est arrivé à l'hôpital cet après-midi-là. Il avait écourté son séjour à Singapour, l'air épuisé, perdu, un dossier sous le bras que j'ai immédiatement reconnu, mes anciens dossiers médicaux de la fac. J'ai trouvé ça dans le placard de Linda, a-t-il dit d'une voix tendue. Qu'est-ce que ça faisait caché là? J'ai observé le visage de Linda pendant que papa feuilletait les rapports. Mon hospitalisation pour syndrome de renutrition, des années de malnutrition avérée, les séquelles irréversibles sur ma croissance, mon développement. Elle a failli mourir, a dit papa en nous regardant l'une après l'autre. Notre fille a failli mourir de famine, chez nous, sous notre toit. Le silence de Linda était plus parlant que n'importe quel aveu. Les mains de papa tremblaient alors qu'il s'attardait sur les descriptions cliniques à mes 18 ans. Croissance stoppée, aménorrhée, densité osseuse d'une femme âgée. C'est toi qui as fait ça? A-t-il demandé à Linda, droit au but. Tu as affamé ma fille? Avant qu'elle réponde, j'ai coupé court. Papa, Linda est malade. Ce qu'il lui faut, c'est de l'aide, pas des reproches. Il s'est tourné vers moi, et dans son regard, quelque chose s'est brisé. Tu lui as fait subir ce qu'elle t'a fait? La question est restée en suspens. J'ai répondu avec les mêmes mots que Linda répétait souvent quand j'étais petite. Parfois, il faut de la fermeté par amour. Parfois, on ne retient la leçon qu'en la vivant soi-même. Eleanor et Catherine sont arrivées ensemble, après avoir confronté leurs notes sur les soins de Linda. Elles avaient remarqué des incohérences dans mes comptes rendus. Certaines anciennes photos contredisaient mes versions sur la prise de poids de Linda. Il va falloir une réunion de famille, a lancé Eleanor. Tout le monde, maintenant. On a fixé ça au lendemain matin, dans la maison où on avait grandi. J'ai passé la nuit à me préparer, consciente que tout ce que j'avais mis en place nous menait à cet instant. La table de la salle à manger, là où je regardais les autres manger alors que la faim me tordait le ventre, allait être notre champ de bataille. Je suis arrivée la première, j'ai préparé des rafraîchissements pour tous. Fruits frais, viennoiseries, café. J'ai installé la chaise de Linda en bout de table, sans rien devant elle. Papa l'a aidée à sortir de la voiture, elle vacillait à chaque pas. Eleanor et Catherine ont suivi, le visage fermé, et même Emma était là, accrochée à la main d'Eleanor. On s'est assis comme au bon vieux temps, chacun à sa place. Le vide devant Linda prenait de plus en plus de place à mesure que les autres se servaient. Allons droit au but, a commencé Eleanor en posant un dossier sur la table. Les dossiers médicaux de maman montrent qu'il y a 6 mois, elle était à un poids normal. Toutes ces restrictions n'ont aucune justification médicale. Je suis restée calme. J'ai présenté ma pile de documents, graphiques, relevés, photos, toutes les preuves que j'avais patiemment préparées. Linda a des antécédents obsessionnels avec la nourriture. Regardez ces carnets de mon enfance. J'ai posé sur la table les vieux cahiers de régime de Linda, obsessionnels jusqu'au moindre détail sur mes privations d'enfant. Eleanor les a feuilletés, l'horreur se lisait sur son visage. Seigneur, maman, tu notais tout ce qu'elle mangeait. Tu comptais ses calories alors qu'elle n'avait que 9 ans. Je voulais juste l'aider, a balbutié Linda. Elle avait besoin de repères. Des repères? J'ai sorti d'autres preuves. Voilà les relevés bancaires. Tu m'as piqué mon argent de poche pendant des années. Tu as pris la nourriture d'une gamine affamée pour payer les cours de danse d'Eleanor. Le visage d'Eleanor s'est figé. Alors c'est comme ça que tu payais mes galas? La pièce s'est transformée en champ de bataille, chacun lançant accusations et dénégations. Soudain, au milieu de ce tumulte, Emma s'est mise à suffoquer, le visage rouge. Elle avait mangé quelque chose contenant des traces de cacahuètes. Son stylo d'adrénaline, il est où? A hurlé Eleanor en fouillant son sac. Salle de bain, à l'étage, ai-je répondu, imperturbable. Armoire à pharmacie, tout en haut. Eleanor bondit pendant que j'appelais les secours. Linda essaya de se redresser, cherchant à aider malgré sa faiblesse. Un instant, nos regards se croisèrent au-dessus du corps d'Emma qui luttait pour respirer, et pour la première fois, je vis ma belle-mère non plus comme le monstre de mon passé, mais comme une femme terrifiée devant sa petite fille qui se battait pour reprendre son souffle. L'ambulance arriva rapidement. Les secours prirent Emma en charge, mais ils remarquèrent aussi l'état de Linda. Aux urgences, les analyses montrèrent une malnutrition alarmante, exactement le même résultat que le mien à 18 ans. Ces résultats, dit le médecin à mon père, à l'écart mais assez fort pour que je l'entende depuis le couloir, sont trop précis pour être accidentels. Quelqu'un qui s'y connaît a fait ça exprès. Papa me retrouva à la cafétéria de l'hôpital, devant un plateau que je n'arrivais pas à toucher. Il s'assit en face de moi, l'air épuisé, vieilli d'un coup. Toutes les personnes ici,
déclara-t-il lentement, ont permis, d'une façon ou d'une autre, l'abus initial ou ta vengeance. Eleanor a accepté l'argent du déjeuner volé. Catherine n'a jamais cherché à comprendre pourquoi tu étais si maigre. Je travaillais 70 heures par semaine, et j'ai cru tout ce que Linda me racontait. Il marqua une pause, choisissant ses mots. Et maintenant, tu lui ressembles. Je suis devenue ce qu'elle a fait de moi, ai-je répliqué. Non, répondit-il fermement. Tu es devenu ce que tu as choisi d'être. Comme elle a choisi de blesser une enfant, tu as choisi de nuire à une femme malade. Les consultations juridiques n'avaient en fait que confirmer ce que je savais déjà. Aucune plainte ne tiendrait. J'avais suivi les protocoles. Tout était noté. Les abus de mon enfance étaient trop prescrits depuis longtemps. Nous étions toutes deux intouchables, mais brisées. Cette nuit-là, papa prit sa décision. Il divorcerait de Linda et couperait les ponts avec moi. Je ne peux pas choisir entre la femme qui a fait du mal à ma fille et la fille qui est devenue maltraitante à son tour, dit-il. Alors je ne choisis ni l'une ni l'autre. Eleanor fit pareil. Elle interdit tout contact entre Linda, moi et Emma. Je refuse que ma fille grandisse dans ce poison, déclara-t-elle sans détour. Linda, trop faible pour vivre seule et interdite de mes soins après les plaintes adressées à l'ordre des médecins, fut placée en maison de retraite. J'étais persona non grata, mais je trouvais encore des moyens d'envoyer des colis par l'intermédiaire de bénévoles. Des bonbons sans sucre qui n'étaient moi pas tout à fait innocents, des barres protéinées aux étiquettes modifiées discrètement. Catherine découvrit mon manège en quelques semaines et fit interdire tout contact de manière formelle. Mais le mal était fait. Linda savait que je demeurais présente, toujours à l'affût, cherchant sans cesse à garder la main sur son alimentation. J'ai repris mon travail de nutritionniste, ma réputation épargnée malgré le scandale familial. Mes collègues me voyaient comme une professionnelle consciencieuse qui avait tenté d'aider un membre de sa famille difficile. Mon expertise dans les troubles alimentaires s'est affinée, nourrie par cette connaissance intime des deux côtés de la privation. L'ironie ne m'échappait pas. Je sauvais d'autres victimes grâce à des compétences développées en devenant bourreau. Chaque patient sauvé était à la fois une forme de rédemption et un rappel cruel de ce que j'étais devenue. 5 ans ont passé. Papa s'est remarié avec une veuve qui avait une fille adolescente. Par des connaissances communes, j'ai appris que la jeune fille était naturellement mince, difficile à table. J'observais de loin les mêmes schémas apparaître, la nouvelle épouse de papa s'inquiétant des portions et des calories. J'ai songé à intervenir, à les mettre en garde, mais je n'ai rien fait. Parce que Linda m'a bien formée. Certains cercles ne se brisent jamais, ils se reproduisent. Certaines danses, une fois apprises, ne s'oublient plus. Linda vit toujours en maison de retraite, son corps maintenu en vie par des repas pesés au gramme près, sur lesquels elle n'a plus aucune prise. Je continue d'exercer la nutrition, à transmettre les vertus réparatrices de l'alimentation tout en sachant que je l'ai utilisée comme une arme. Ensemble, nous avons instauré une justice et une injustice parfaite. Elle comprend enfin l'enfer qu'elle a créé, vivant chaque seconde l'impuissance qu'elle m'avait imposée. J'ai sauvé d'autres victimes grâce à ce que j'ai appris en devenant ce que je redoutais le plus. Aucune de nous ne peut s'échapper de ce que nous avons fait l'une à l'autre. L'élève et la maîtresse, pour toujours liés dans cette danse de destruction, marqués à jamais des cicatrices de l'autre. Les repas continuent. Le comptage ne s'arrête jamais. Et quelque part, dans une maison où je ne mettrai jamais les pieds, une adolescente mince pousse sa nourriture du bout de la fourchette, sous le regard calculateur de sa belle-mère. La danse continue.